Ils sont là pour faire un travail qu'on leur demande. Alors, comment vous allez faire, Maître On parle justement... Ne vous inquiétez pas. Mais c'est le nœud gordien de tout ce dossier. Ne vous vous voulez inquiétez savoir pas. comment justement prouver la présence physique sans document remis par la France? Avant cela, il faut aller vers la loi Morin. Oui, de 2010. Alors, laissez-moi finir parce que je vous ai dit 2007. Le rapport est resté 15 jours sur le net. Puis, il a été retiré sur ordre de Sarkozy. Et il en a fait un dossier incommunicable. C'est-à-dire que toute personne qui s'intéresse à ce dossier doit avoir une autorisation spéciale pour pouvoir y accéder. Sinon, même les chercheurs français, même les vétérans français, même les victimes n'ont pas le droit de fouiller dans ce dossier. Donc ou de demander. sa mise en ligne était une erreur? C'est bien ça? Bien sûr, parce que vous savez, il a mis en ligne, je crois 3 jours après, moi j'ai commencé à faire mes conférences en Algérie en disant voilà, je l'ai ramené, je l'ai montré, etc. Et ce document, vous l'avez? Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui sur le plan C'est juridique? une pièce maîtresse pour nous. Mais si la France ne le reconnaît pas? Non, c'est elle qui l'a fait. Non, elle le reconnaît, c'est son rapport. Oui, mais elle interdit son exploitation. Elle ne veut pas qu'on l'exploite. Elle ne veut pas qu'on l'exploite. Parce que c'est dangereux pour elle. C'est la preuve de sa culpabilité. Alors, mais dans une juridiction internationale, Maître Benbrahim, il a toute sa valeur. Oui, il a toute sa valeur, bien sûr. On a travaillé sur cette question. Oui. Donc, 2010, ils se sont dit on a intérêt à faire un texte pour les vétérans. Parce que les vétérans se sont ligués, ils ont pris un avocat, Maître Tessonnière, qui est mon confrère, avec lequel je travaille. Il y a Jean-Luc Sens qui a été le président, mais ce qui est extraordinaire, il a été le président de la Polynésie et de la France, parce que la Polynésie dépend de la France. Mais il ne pouvait pas faire ça pour l'Algérie. Malgré ça, on l'a fait venir en Algérie, nous avons travaillé avec lui dans des colloques, dans 2 colloques. On a travaillé avec lui, il est toujours disponible, toujours disposé. Il devait être là ou intervenir par téléphone ces jours-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, nous sommes en relation. Au lieu de, ils ont tout essayé pour nous éloigner. Mais en fait, cet éloignement nous a rapprochés. Mais dans de nombreuses tribunes médiatiques françaises, il est dit que ces vétérans, ces militaires français ont bien été indemnisés. Non, ils n'ont pas du tout été indemnisés. D'abord, le montant qui a été mis à la disposition de la caisse, il est minime. Deuxièmement, les conditions pour y accéder, c'était des conditions impossibles à réaliser. J'ai envie de vous poser cette question, peut-être qu'elle est un peu gênante, mais... Il n'y a aucune question gênante. Non, mais elles sont toutes intéressantes. Si la France refuse de reconnaître les victimes françaises, comment pourrait-elle reconnaître des victimes étrangères, particulièrement algériennes, avec... Doucement. Oui. Doucement. Alors, nous sommes en 2007. 2008, il retire son rapport. Oui. Il devient incommunicable et il viole la loi sur le patrimoine et sur les archives. Parce que la libération de ces archives militaires, qui concernent des militaires, aurait dû être levée en 50 ans après. C'est-à-dire, nous sommes en 60, il faut réduire à peu près 5 ans. Mais le drame, c'est qu'en faisant cette erreur, il en a fait une autre plus grave. Les militaires, pour apporter la preuve qu'ils avaient des droits en vertu de la loi de 2010, n'ont pas pu prouver leurs droits. Mais on leur a remis. Non, en fin de compte, on pas leur a facilement. remis. Pas aussi facilement. Mais on leur a remis, en définitive. Pas tout le monde, justement. Mon confrère Tessonnière... Ils sont combien, Maître Benbrahim? Là, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Ils étaient 6 000 à l'époque. Oui. Ils étaient 6 000. Parce que ça, c'est des vagues, ça vient, ça part. Mais je ne peux pas vous dire maintenant le nombre. Oui. Justement, j'attendais Jean-Luc Sens pour qu'il me dise ces dernières statistiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un texte de loi, on ne veut pas nous donner nos papiers, c'est classé secret défense, incommunicable. Qu'allons-nous faire, nous, Français ou Polynésiens? Ils sont allés voir leurs avocats. Et les avocats ont fait une action judiciaire devant le Conseil d'État français, disant que ces gens ont servi en Algérie pendant cette période et vous refusez de leur donner les documents qui attestent de leur présence sur les lieux et de leur livret militaire. Parce que certains ont continué à se soigner, ils avaient des livrets militaires. Eh bien... Ils ont eu gain de cause. Mais bien sûr. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé
à préparer leur dossier d'indemnisation jusqu'à présent. Très bien. Moi, j'aimerais qu'on avance sur les dossiers d'indemnisation des Algériens. Il n'y en a aucun. Il n'y en a. Il n'y en a. Il y a eu un Algérien d'indemnisé. Il y a eu un Algérien. Alors pourquoi? Et les gens ont crié, Algériens n'ont pas été comme indemnisés. a crié De Gaulle à l'époque, Hurrah, vive la bombe. Eh bien non, vive la France. Non. Tout simplement parce que ce monsieur était militaire et travaillait dans l'armée française. Il a engagé une avocate française qui a demandé ses papiers au titre de la levée du secret pour ces gens-là et au titre de l'application donc de la loi de 2010, et on lui a donné, pas lui, on a donné à sa femme une indemnisation. À titre posthume oui. Pour ce monsieur. Ça c'est important, à titre posthume. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi de 2010 a apporté quelque chose. D'ailleurs, moi parfois je me demande comment ils font ces lois, je vous assure. Ou ils sont trop bêtes, ou c'est le pouvoir de Dieu qui nous aide, parce que la victime reste une victime. Dans la loi de 2010, ils ont avancé quelque chose. Indemnisation des victimes ou des ayants droit. Peut-être qu'ils savaient pourquoi ils avaient mis ayants droit. Parce que ça va prendre beaucoup de temps. Non, et que... Non. Parce que lorsqu'on est victime d'une explosion atomique, il y a des choses qui se passent dans la génétique de l'être humain. C'est le gène qui est touché, qui est transformé. Peut-être que la première génération, vous ne verrez pas les séquelles. Oui. La deuxième, la troisième génération, vous allez voir les malheurs. Vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu ces personnes que je connais très bien, n'est-ce pas? Parce qu'on les a fait venir, on a travaillé avec eux, on les a présentés à l'Algérie. Voilà ce qu'a fait la France sur nos Algériens. Eh bien, ces gens-là, il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 12 ans, l'autre qui a... Et ils continuent à avoir des séquelles très graves. Donc, ça renvoie, ce terme ayant droit, ça renvoie à la parfaite connaissance des retombées radioactives, retombées sanitaires et environnementales. Ce qui est important, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que juristes? On récupère les termes qui nous intéressent. D'abord, les ayants droit. Si on parle d'ayants droit, eh bien, on en aura pendant 22 générations. Parce que l'atome continue à faire du mal chez l'être humain pendant 22 générations. D'accord? Oui. Ça, c'est le premier acquis. Maintenant, le deuxième acquis, lorsqu'on parle du zoning. Mais moi, j'étais algérien, j'étais avant votre zoning en Algérie et après votre zoning. Mais en plus, les tribus étaient incluses dans le zoning. Ça veut dire que j'ai droit. C'est le deuxième point. Maintenant, la preuve matérielle. Moi, j'étais victime. Comment ils faisaient pour calculer le nombre de morts? Je vais vous dire. Quand les bombes ont éclaté, il y avait un colonel et un groupe de 4 militaires qui le suivaient. Et tous les matins très tôt, et le soir, ils allaient dans les cimetières. J'ai vu circuler ce matin une photo des cimetières. Vous savez que les cimetières dans le sud ne sont pas du tout comme les nôtres. Lorsqu'une femme meurt, on prend un vêtement de femme ou un bol, on le met sur la tombe, ce qui veut dire c'est une femme. Et quand c'est un homme, on met un chèche ou un vêtement qui lui appartient pour prouver que c'est un homme. Ouais. Alors ils allaient le plus discrètement du monde, ils faisaient la comptabilité des morts. Eux ont le chiffre approximatif, pas exact, mais le chiffre des morts pendant la période des explosions atomiques. Mais Madame Benbrahim, Maître Benbrahim, sur le plan juridique, est-ce que ce dossier est bloqué? Non, sur le plan juridique, il n'est pas bloqué. Comment peut-on faire avancer les lignes? Est-ce que la loi Morin qui a été modifiée en 2013 peut nous faire avancer? Qu'est-ce qui peut nous faire avancer aujourd'hui sur le plan juridique? Sur le plan juridique, ce qui nous fait avancer, c'est la collaboration avec les Polynésiens. Oui. Pourquoi? Regardez ce document que je vous ai ramené, que j'ai montré toute la journée aujourd'hui. Vous voyez, la Cour pénale internationale est dépositaire de cette communication. Donc elle s'en est saisie. Ah oui, elle est dépositaire. On lui a remis... Comment ce travail a été fait? Les Polynésiens se sont bien organisés. Le président polynésien, oui, c'est M. Temaru, avec lequel je suis en contact, un homme très volontaire et très engagé pour l'Algérie. Quand son mandat s'est arrêté,
il a constitué un parti politique qui est également une sorte d'association pour la défense des intérêts des Polynésiens touchés par le nucléaire. Son parti s'appelle le FLP. Alors là aussi, il y a beaucoup de contre-vérités sur ce qu'aurait obtenu la Polynésie après des pressions qu'elle aurait imposées. Oui, c'est vrai qu'elle a fait des pressions. Vous nous répondrez sur cette question. Quel type de pression? Est-ce que je vais vous dire tout de suite. Faire et ça, la on même en a chose, discuté. Justement, nous pourrions activer des leviers de pression. Oui. Nous en avons aujourd'hui. Nous en avons plus qu'eux. Oui. Mais on ne les utilise pas. Mais justement, ils ont. Alors, on dit que, encore une fois, dans de nombreuses tribunes médiatiques françaises, que la Polynésie est prête à conclure ce dossier avec, on le sait, la reconnaissance par Emmanuel Macron de dettes morale et financière. Mais il y a quand même quelque chose, il y a une reconnaissance. C'est quoi une dette morale? On peut la quantifier? Non, mais est-ce que c'est une déclaration qui ne va pas faire avancer les choses sur le plan juridique? Vous savez, ce qui se passe actuellement, la Polynésie, ils attaquent en justice Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Sarkozy, François Hollande et Macron. Vous allez me dire pourquoi? Ce crime, ce n'est pas un crime isolé. Ce n'est pas un crime simple. C'est un crime commis par l'État français. Et donc le premier responsable, c'est l'État français. Les militaires n'ont été que des exécutants d'un programme nucléaire de l'État. Ils ont construit leur puissance sur la mort de nos Algériens. Donc, dans ce dossier, on leur a dit, mettez ce qui s'est passé pour nous aussi. De toute façon, pour la Genèse, ils sont obligés de passer par ce que... Oui. Voilà. Et nous avons plusieurs pages qui parlent de l'Algérie. Et c'est plein d'informations extrêmement précieuses. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On suit avec eux de très près l'évolution de ce dossier. Pourquoi nous n'avons pas déposé un dossier à part à la CPI? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, l'Algérie n'est pas signataire du traité de Rome du 17 juillet 1998. Ça, c'est le premier point. Donc, on est obligé de nous atteler, de nous rattacher, de rattacher notre wagon à un pays qui a ratifié. Et donc, la Polynésie ne l'a pas ratifié, mais la France, dont dépend la Polynésie, l'a signé en 2019, oui c'est ça, en 1400. Oh là là. Ah, je me trompe dans les dates, je vais me les repérer. En 99, donc juste après, et elle a ratifié et signé en 2002. Ça veut dire que ce texte du traité de Rome s'applique à elle. Les Polynésiens l'ont utilisé contre la France parce qu'ils sont sujets français. Et donc, c'est la loi française qui s'applique et c'est le droit international qui leur permet. C'est pour ça qu'ils sont allés devant le tribunal. Qu'est-ce qu'on veut obtenir à travers ce document? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis en train d'attendre la réponse du procureur. Parce que cette communication déposée devant le procureur va obliger ce procureur à se déclarer sur les éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Selon, vous voyez, contre l'humanité, en vertu de l'application combinée du paragraphe 1H et K et du paragraphe 2A et de l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale commis notamment par les personnes suivantes, c'est-à-dire les présidents dont on avait parlé. Derrière cela se cache une autre idée, c'est le crime d'État. La notion de crime d'État, moi je l'ai commencé assez tôt avec Maître Vergès, qui était un ami intime à Maître Zertal, avec lequel donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Et quand il venait, on discutait du crime d'État. D'ailleurs, il a écrit 2 livres, dont un a été traduit en langue arabe, le crime d'État. Et ce crime d'État, c'est une notion nouvelle qui n'existe pas encore dans le droit international, mais il va falloir l'inclure. Tout à fait. Ça veut dire quoi un crime d'État? Quand on parle de crime, vous allez voir, ils vont vous dire les crimes des personnes, des généraux, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont fait des textes d'amnistie pour que personne ne puisse les poursuivre. Oui. Donc, ça nous ferme la porte sur la France. Hein. Mais nous, ça ne nous ferme pas la porte. Et le crime d'État, c'est celui qui est commandité, ordonné, exécuté par l'État. Et ça, c'est l'État français qui en a bénéficié. C'est l'État français qui est devenu puissance mondiale, puissance atomique.
Donc ce crime se rattache à l'État. Et qui est-ce qui est à la tête de l'État? Eh bien, c'est les présidents de la République. Donc vous comprenez. Vous voulez faire une sorte de jurisprudence Attendez, pas encore. Ça, c'est une réflexion juridique. Oui. Tout un travail qui a été fait entre... Ce n'est pas gagné. Pour eux, il faut attendre. Alors, justement... Si le procureur déclare que ces faits sont des crimes d'État, des crimes contre l'humanité, très simple, on s'accroche, et c'est ça notre jurisprudence avec laquelle nous allons travailler. C'est le travail... il manquera toujours les preuves, Maître Bemba. Non, c'est le crime d'État. Après, on va aller dans le détail. Oui. Qui va obliger la France à remettre les documents, les cartes. Alors pour les Français, les vétérans de France, ils ont eu beaucoup de difficultés après 2008. La France, la défense nationale française a fermé, l'armée a fermé toutes les portes. Et là, ils sont allés, comme je vous l'ai dit, devant, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, devant le Conseil d'État avec Maître Tessonnière, et ils ont obtenu un arrêt qui a obligé... De toute façon, il y a des déclarations officielles de l'Élysée où il est noté que les situations algériennes et polynésiennes, on va avancer de toute façon, correspondent à des réalités différentes, des solutions propres à chacune d'elles, notamment concernant les impacts sociaux et culturels. C'est pas très clair, justement. Alors, qu'est-ce qui les différencie clairement? Savez, quand on veut noyer une idée, voilà, on commence à philosopher. En fait, c'est tout à fait la même chose. C'est des explosions qui ont été faites sur des innocents sans demander leur avis et ils ont été irradiés. Non, mais est-ce que cela ne signifie pas que la France est plus encline à reconnaître les crimes? Elle est obligée pour la Polynésie. Vous savez pourquoi? Mais pas en Algérie, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais commencé à vous le dire et après on a perdu le fil. Lorsque ce assez rapidement pour vous poser ce document, quand il était en préparation, on l'avait proposé à nos amis. On leur a dit, écoutez, nous on est indépendants. On n'est pas dans la même situation que vous. Vous êtes toujours ressortissants français. Demandez votre indépendance. Et dès qu'ils ont demandé leur indépendance, il y avait d'abord Hollande qui s'était précipité, puis Macron qui a fini par reconnaître que tous les atolls étaient pollués. Donc il y a une question politique, évidemment. Une question politique. Et la question de l'indépendance, c'est une question qui est pendante à l'ONU aussi. Donc c'est une pression politique énorme. Si la France perd les atolls, perd la Polynésie, elle a déjà tout perdu tout autour, qu'est-ce qui va lui rester? Alors aujourd'hui, on a parlé des dossiers d'indemnisation qui sont mis sur la table. Est-ce que vous avez déjà fixé les montants de ces indemnisations? C'est une question un peu, peut-être qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la question financière pèse de tout son poids justement dans cette affaire. Elle a un impact, effectivement. Mais c'est justement pour éviter cette dette financière que la France contourne le problème. C'est pas de dette financière, hein, attention. Il n'entend pas, lui, une dette financière, je vais vous donner de l'argent. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est une dette morale. Mais pour indemniser les victimes. On s'est trompé. Non, pour la dette. Il faut pas il y a une dette morale et une dette financière. Oui, mais une dette financière, il n'en parle pas. Parce qu'il n'a même pas assez d'argent pour payer ses Français sur son sol et ses Polynésiens. C'est énorme, le nombre est énorme. Mais justement, c'est... Tout le problème de pour les Français, par exemple, que nous avons eu l'occasion de rencontrer, ou même de voir dans certaines vidéos qui ont été faites par notre ami Larbi Benchiha, c'est des gens qui souffrent de plusieurs cancers qui ne sont même pas reconnus dans la liste des cancers arrêtés, donc selon la loi de 2010. La loi donc il n'y a pas de montant il n'y a pas de montant. Fixé encore. Il y a un montant global. Mais il est de l'ordre de combien? Je ne me souviens plus pour la France, que c'était pour la France, pour les Français. Nous, on n'est pas concernés. Très bien. Nous, on est obligés. Comme je vous disais, même dans le rapport toxique, on parle de la Polynésie et on ignore l'Algérie. Ce rapport toxique élaboré par le président Macron lui-même. On va terminer sur deux questions rapidement, parce que le temps qui nous est imparti est bien... Ah oui, c'est un sujet, je peux vous parler des heures et des jours. Oui, mais c'est un sujet très intéressant, effectivement. Alors, que devient la mission conjointe des experts franco-algériens sur les essais nucléaires, créée en 2008 et qui s'était réunie pour la dernière fois en mai 2021 qui devait donc réhabiliter les zones géographiques, et puis la création par l'Algérie de cette agence nationale de réhabilitation des anciens sites d'essais d'explosion nucléaire français. Est-ce que nous allons devoir faire le travail nous-mêmes? Justement, moi dans mon exposé au Sénat, j'ai dit il n'est pas question qu'on paye. En vertu d'une loi qui s'appelle le pollueur-payeur, vous avez pollué, vous devez payer. Mais il y a une nuance que je vais vous dire.
En principe, l'explosion atomique, sa réaction commence 60 ans après. On commence à voir les résultats. Oui. Est-ce qu'on est dans la fourchette, oui ou non? On est dans la fourchette. Oui. Bien, les Français, ils aimeraient nous envoyer quelques-uns pour dire on va nettoyer, très superficiellement. Mais la réalité, c'est qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé 60 ans après. Ils veulent avoir le résultat d'une expertise à moindre coût. Une sorte de laboratoire ouvert. Voilà. Donc, nous, on dit, vous nous envoyez peut-être des gens, des spécialistes, mais c'est nous qui allons faire le travail. C'est-à-dire, on va les chapeauter. Ils ont fait ce travail en Polynésie, Maître Benbrahim. Ils ont envoyé des équipes scientifiques, mais avec les Polynésiens. Aussi. Avec les Polynésiens. Oui, en Polynésie. Oui, ouais. Mais nous, ils vont vous dire non, parce qu'ils ne veulent même pas reconnaître la radioactivité du sol, bien que tous les tests et tous les examens prouvent qu'il y a une radioactivité très grande. Il faut commencer par là. Donc cette agence nationale créée par l'Algérie, agence nationale de réhabilitation des sites nucléaires. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je ne les ai jamais vus travailler, ça c'est certain, parce que la moindre des choses, ce serait de nous appeler, puisque c'est nous qui avons remué ce dossier. C'est nous qui avons, c'est la société civile. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination, et c'est pour ça, vous me rappelez quelque chose, je viens de faire une proposition au président de la République. J'ai dit, monsieur le président de la République, aidez-nous à créer un laboratoire de recherche. Oui. Ce laboratoire de recherche ne doit pas être lié ni à un ministère, ni à une autorité. Indépendant. Il est tout à fait indépendant. Il sera composé de chercheurs, de vrais chercheurs. In situ. Qui travaillent sur ces dossiers. Parce qu'il n'y a pas sur le site même Sur le site, on peut demander à nos militaires, parce qu'ils sont habilités à le faire. Ils ont l'habitude, donc ils ont les moyens, les combinaisons, les pastilles, tout ça, ils peuvent le faire. Mais c'est ni vous ni moi qui allons... Donc quelle serait la vocation de ce laboratoire? C'est d'effectuer des recherches sur les retombées? C'est pas que sur les retombées, sur tout le dossier. Oui. Vous avez vu les recherches que nous avons fait ici, c'est une partie minime. Donc on aimerait bien que monsieur le président de la République, lorsqu'il va discuter, que ce soit en France avec les Français ou dans d'autres pays, qu'il ait des arguments scientifiques. Qu'il ait des arguments scientifiques, juridiques, stricts, propres, sans politique. Parce que ce n'est pas une question qui se réglera politiquement, elle se réglera juridiquement. Aujourd'hui, cette question, ce dossier est un dossier juridique. Le factuel, nous l'avons dépassé. C'est très bien de le préciser, effectivement, parce que certains comptent justement sur les négociations politiques pour faire avancer le juridique. Vous dites ce soir que c'est le contraire. Non, parce que pour le politique, généralement, c'est le président algérien avec le président français. Oui. Mais il lui faudrait des documents. Oui. Il lui faudrait des papiers. Donc c'est justement votre... Très bien, c'est ça, le travail que nous faisons. Oui. Le travail scientifique, on peut le faire. Ils doivent venir avec nous. Et on doit se mettre d'accord sur les résultats. Si on n'est pas d'accord, on va encore avoir 100 ans devant nous. Oui. Et eux comptent sur ces deux méthodes pour diluer le problème indéfiniment. Et nous comptons également sur le délai pour mettre fin à ce crime contre l'humanité qui en est un par excellence. Maître Fatma Benbrahim, merci pour toutes les précisions que vous nous avez apportées ce soir. Je vous remercie de m'avoir appelé près de vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocate et chercheur en droit de l'histoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.